Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. C'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai eu ainsi au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes, je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours, elle me répondait, c'est un chapeau. Alors je ne lui parlais ni de serpent boa, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir, tout seul, une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillé. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein? Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire, qui me considérait gravement. Je regardais cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 milles de toute région habitée. Mais qu'est-ce que tu fais là? S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla à 1000 milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Et je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire, et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit. Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable, celui du boa fermé. Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux, et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Alors j'ai dessiné. Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes.
Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ces moutons? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui peu à peu m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, je ne dessinerai pas mon avion, c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi, il me demanda: Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ce n'est pas une chose, ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. Comment? Tu es tombé du ciel? Oui. Ah, ça, c'est drôle. Alors toi aussi, tu viens du ciel. De quelle planète es-tu? Tu viens donc d'une autre planète? C'est vrai que là-dessus, je ne peux pas venir de bien loin. Vous imaginez combien j'avais pu être intrigué par cette demi-confidence sur les autres planètes. Je m'efforçais donc d'en savoir plus long. D'où viens-tu, mon petit bonhomme? Où est-ce? Chez toi. Où veux-tu emporter mon mouton? Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr. Et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour. Et un piquet. M'attacher? Quelle drôle d'idée. Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où. Et il se perdra. Mais où veux-tu qu'il aille? N'importe où, droit devant lui. Ça ne fait rien. C'est tellement petit chez moi. Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. J'avais ainsi appris une seconde chose très importante. C'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le petit prince est l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope en 1909 par un astronome turc. Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie, mais personne ne l'avait cru, à cause de son costume. Les grandes personnes sont comme ça. Heureusement pour la réputation de l'astéroïde B612, un dictateur turc imposa à son peuple, sous peine de mort, de s'habiller à l'européenne. L'astronome refit sa démonstration en 1920 dans un habit très élégant. Et cette fois-ci, tout le monde fut de son avis. Si je vous ai raconté ces détails sur l'astéroïde B612, et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Si vous leur dites: la preuve que le petit prince a existé, c'est qu'il riait et qu'il voulait un mouton. Et quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe. Elles hausseront les épaules et vous traiteront d'enfant. Mais si vous leur dites: la planète d'où il venait est l'astéroïde B612, alors elles seront convaincues et elles vous laisseront tranquille avec leurs questions. Elles sont comme ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. Ça venait tout doucement, au hasard des réflexions. C'est ainsi que le 3e jour, je connus le drame des baobabs. Cette fois-ci encore, ce fut grâce aux moutons. C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent les arbustes? Oui, c'est vrai. Ah, je suis content. Par conséquent, ils mangent aussi les baobabs. Les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des arbres, grands comme des églises. Et même si tu emportais avec toi tout un troupeau d'éléphants, ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul baobab. Les éléphants, il faudrait les mettre les uns sur les autres. Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. C'est exact. Mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits baobabs? Ben, voyons. Il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ce problème. Et en effet, sur la planète du Petit Prince, il y avait, comme sur toutes les planètes, de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, de bonnes graines, de bonnes herbes, et de mauvaises graines, de mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'il prenne fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors elles s'étirent et poussent, d'abord timidement vers le soleil, une ravissante petite brindille inoffensive.
S'il s'agit d'une brindille de radis ou de rosier, on peut la laisser pousser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt, dès qu'on a su la reconnaître. Or, il y avait des graines terribles sur la planète du Petit Prince. C'étaient des graines de baobab. Le sol de la planète en était infesté. Or, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète, il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. C'est une question de discipline. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobabs dès qu'on les distingue d'avec les rosiers, auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail très ennuyeux, mais très facile. Et un jour, il me conseilla de m'appliquer à réussir un beau dessin pour bien faire entrer ça dans la tête des enfants de chez moi. S'ils voyagent un jour, ça pourra leur servir. Il est quelquefois sans inconvénient de remettre à plus tard son travail. Mais s'il s'agit des baobabs, c'est toujours une catastrophe. Et sur les indications du Petit Prince, j'ai dessiné cette planète-là. Je n'aime guère prendre le ton d'un moraliste, mais le danger des baobabs est si peu connu, et les risques courus par celui qui s'égarerait dans un astéroïde sont si considérables, que pour une fois, je fais exception à ma réserve. Enfants, faites attention aux baobabs. Ah, Petit Prince, j'ai compris peu à peu ainsi ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ce détail nouveau, le 4e jour au matin, quand tu m'as dit « J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. » Mais il faut attendre. Attendre quoi? Attendre que le soleil se couche. Je me crois toujours chez moi. En effet. Quand il est midi aux États-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en 1 minute pour assister au coucher de soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 43 fois. Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. Le jour des 43 fois, tu étais donc tellement triste. Le 5e jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du Petit Prince me fut révélé. Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs? Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines? Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors, les épines, à quoi servent-elles? Je ne le savais pas. J'étais alors très occupé à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave. Et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servent-elles? Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh, je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles, elles sont naïves. Elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. Et tu crois, toi, que les fleurs... Mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. De choses sérieuses? Tu parles comme les grandes personnes. Tu confonds tout. Tu mélanges tout. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi. Je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Un quoi? Un champignon. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi ça donne tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs. Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde, qui n'existe nulle part sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait, ce n'est pas important, ça. Si quelqu'un a une fleur, qui n'existe qu'un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là, quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient. Et ce n'est pas important, ça. Il ne put rien dire de plus. La nuit était tombée. J'avais lâché mes outils.
Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait sur une étoile, une planète, la mienne, la Terre, un petit prince à consoler. Je le pris dans les bras, je le berçais. La fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Je te dessinerai une armure pour ta fleur. Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux. Le pays des larmes. J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu, sur la planète du Petit Prince, des fleurs très simples, ornées d'un seul rang de pétales, et qui ne tenaient point de place et qui ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient un matin dans l'herbe, et puis elles s'éteignaient le soir. Mais celle-là avait germé un jour d'une graine apportée d'on ne sait où. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab. Mais l'arbuste cessa vite de croître et commença de préparer une fleur. Elle choisissait avec soin ses couleurs. Elle s'habillait lentement. Elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Eh oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis voici qu'un matin, justement à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Je me réveille à peine. Je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée. Que vous êtes belle! Et je suis née en même temps que le soleil. Le petit prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Et le petit prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ses 4 épines, elle avait dit au petit prince: Ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes. Il n'y a pas de tigres sur ma planète. Et puis, les tigres ne mangent pas l'herbe. Je ne suis pas une herbe. Pardonnez-moi. Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent? Horreur des courants d'air? Je n'ai pas de chance pour une plante. Cette fleur est bien compliquée. Le soir, vous me mettrez sous globe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé. Ainsi le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux. J'aurais dû ne pas l'écouter. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de griffes qui m'avait tellement agacée eût dû m'attendrir. Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires. Mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramena soigneusement ses volcans en activité. Il possédait 2 volcans en activité. Et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan éteint. Mais comme il disait... On ne sait jamais. Il ramena donc également le volcan éteint. S'ils sont bien ramenés, les volcans brûlent doucement et régulièrement, sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée. Évidemment, sur notre Terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramener nos volcans. C'est pourquoi ils nous causent des tas d'ennuis. Le petit prince arracha aussi avec un peu de mélancolie les dernières pousses de baobab. Il croyait ne jamais devoir revenir. Mais tous ces travaux familiers lui parurent ce matin-là extrêmement doux. Et quand il arrosa une dernière fois la fleur et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe, il se découvrit l'envie de pleurer. Adieu. J'ai été sotte. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. Mais oui, je t'aime. Tu n'en as rien su, par ma faute. Cela n'a aucune importance. Mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux. Laisse ce globe tranquille, je n'en veux plus.
Mais le vent? Je ne suis pas si enrhumée que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. Mais les bêtes? Il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite? Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien. J'ai mes griffes. Ne traîne pas comme ça. C'est agaçant. Tu as décidé de partir. Va-t'en. Car elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse. Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire. Le premier était habité par un roi. Le roi siégeait, habillé de pourpre et d'hermine, sur un trône très simple, et cependant majestueux. Ah, voilà un sujet. Approche-toi que je te vois mieux. Le petit prince chercha des yeux où s'asseoir, mais la planète était tout encombrée par le magnifique manteau d'hermine. Il resta donc debout, et comme il était fatigué, il bâilla. Il est contraire à l'étiquette de bâiller en présence d'un roi. Je te l'interdis. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. Alors je t'ordonne de bâiller. Je n'ai vu personne bâiller depuis des années. Les bâillements sont pour moi des curiosités. Allons, bâille encore. C'est un ordre. Ça m'intimide, je ne peux plus. Alors je t'ordonne tantôt de bâiller et tantôt de... Le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fût respectée. Il ne tolérait pas la désobéissance. C'était un monarque absolu. Mais comme il était très bon, il donnait des ordres raisonnables. Si j'ordonnais à un général de se changer en oiseau de mer, et si le général n'obéissait pas, ce ne serait pas la faute du général, ça serait ma faute. Puis-je m'asseoir? Je t'ordonne de t'asseoir. Sire, je vous demande pardon de vous interroger. Je t'ordonne de m'interroger. Sire, sur quoi régnez-vous? Surtout. Surtout? Le roi d'un geste discret désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles. Surtout ça? Surtout ça. Et les étoiles vous obéissent? Bien sûr, elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. Je voudrais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir. Ordonnez au soleil de se coucher. Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre à la façon d'un papillon, ou d'écrire une tragédie, ou de se changer en oiseau de mer, et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu, qui de lui ou de moi serait dans son tort? Ce serait vous. Exact. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner. L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. Alors, mon coucher de soleil? Ton coucher de soleil, tu l'auras. Je l'exigerai. Mais j'attendrai dans ma science du gouvernement que les conditions soient favorables. Quand ce sera-t-il? Ce sera ce soir, vers 7h40. Et tu verras comme je suis bien obéi. Je n'ai plus rien à faire ici. Je vais repartir. Ne pars pas. Ne pars pas. Je te fais ministre. Ministre de quoi? De la justice. Mais il n'y a personne à juger. On ne sait pas. Je n'ai pas fait encore le tour de mon royaume. Je suis très vieux. Je n'ai pas de place pour un carrosse. Et ça me fatigue de marcher. Oh, mais j'ai déjà vu. Il n'y a personne là-bas non plus. Tu te jugeras donc toi-même. C'est le plus difficile. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. Moi, je peux me juger moi-même n'importe où. Je n'ai pas besoin d'habiter ici. Je crois bien que sur ma planète, il y a quelque part un vieux rat. Je l'entends la nuit. Tu pourras juger ce vieux rat. Tu le condamneras à mort, de temps en temps. Ainsi, sa vie dépendra de ta justice. Mais tu le gracieras chaque fois, pour l'économiser. Il n'y en a qu'un. Moi, je n'aime pas condamner à mort, et je crois bien que je m'en vais. Non. Si votre majesté désirait être obéie ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant 1 minute. Il me semble que les conditions sont favorables. Je te fais mon ambassadeur. Les grandes personnes sont bien étranges. La seconde planète était habitée par un vaniteux. Ah, voilà la visite d'un admirateur. Bonjour.
Vous avez un drôle de chapeau. C'est pour saluer quand on m'acclame. Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. Ah oui? Frappe tes mains l'une contre l'autre. Ça, c'est plus amusant que la visite au roi. Et pour que le chapeau tombe, que faut-il faire? Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup? Qu'est-ce que signifie admirer? Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. Mais tu es seul sur ta planète. Fais-moi ce plaisir, admire-moi quand même. Je t'admire. Mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser? Les grandes personnes sont décidément bien bizarres. La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. Que fais-tu là? Je bois. Pourquoi bois-tu? Pour oublier. Pour oublier quoi? Pour oublier que j'ai honte. Honte de quoi? Honte de boire. Les grandes personnes sont décidément très très bizarres. La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. Bonjour. Votre cigarette est éteinte. 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15. Ah, bonjour. 15 et 7, 22, 22 et 6, 28. Pas le temps de la rallumer. 26 et 5, 31. Ouf. Ça fait donc 501 622 731. 500 millions de quoi? Ah, tu es toujours là. 501 millions de... Oh, je ne sais plus, j'ai tellement de travail, je suis sérieux, moi. Je ne m'amuse pas à des balivernes. 2 et 5, 7... 501 millions de quoi? Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première fois, c'était il y a 22 ans par un hanneton qui était tombé, Dieu sait d'où. Ah, il répondait à un bruit épouvantable. Et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été, il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Ah, je manque d'exercice. Je n'ai pas le temps de flâner, je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voici. Je disais donc 501 millions. Millions de quoi? Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Mais je suis sérieux, moi, je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles? C'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? 501 622 731. Je suis sérieux, moi, je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais? Oui. Rien, je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui... Les rois ne possèdent pas, ils règnent sur... C'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? Bah, ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche? Bah, acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. Comment peut-on posséder les étoiles? À qui sont-elles? Je ne sais pas. À personne. Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Ça suffit? Bien sûr, quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu l'as fait breveter, elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. Ça, c'est vrai. Et qu'en fais-tu? Bah, je les gère, je les compte, je les recompte. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, mais je puis les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles, et puis j'enferme à clé ce papier-là dans un tiroir. Et c'est tout? Bah, ça suffit. C'est amusant, c'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramène toutes les semaines. Car je ramène aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans, et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires. La 5e planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes.
Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison ni population, un réverbère et un allumeur de réverbère. Peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant, il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le businessman et que le buveur. Au moins son travail a-t-il un sens. Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça odore la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile puisque c'est joli. Bonjour. Pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère? La consigne? Bonjour. Qu'est-ce que la consigne? C'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. Mais pourquoi viens-tu de le rallumer? C'est la consigne. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre, la consigne. C'est la consigne. Bonjour. Je fais là un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer. Et le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé? La consigne n'a pas changé. C'est bien là le drame. La planète, d'année en année, a tourné de plus en plus vite. Et la consigne n'a pas changé. Alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. Ça, c'est drôle. Les jours chez toi durent 1 minute. Ça n'est pas drôle du tout. Ça fait déjà 1 mois que nous parlons ensemble. 1 mois? Oui, 30 minutes, 30 jours. Bonsoir. Le petit prince le regarda et aima cet allumeur qui était tellement fidèle à la consigne. Il se souvint des couchers de soleil que lui-même allait autrefois chercher en tirant sa chaise. Il voulut aider son ami. Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. Je veux, toujours. Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en 3 enjambées. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. Quand tu voudras te reposer, tu marcheras. Et le jour durera aussi longtemps que tu voudras. Ça ne m'avance pas à grand-chose. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Ce n'est pas de chance. Ce n'est pas de chance. Bonjour. Celui-là serait méprisé par tous les autres. Par le roi, par le vaniteux, par le buveur, par le businessman. Cependant, c'est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi-même. Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami. Mais sa planète est vraiment trop petite. Il n'y a pas de place pour 2. Ce que le petit prince n'osait pas s'avouer, c'est qu'il regrettait cette planète bénie à cause surtout des 1440 couchers de soleil par 24 heures. La 6e planète était une planète 10 fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. Tiens, voilà un explorateur. D'où viens-tu? Quel est ce gros livre? Que faites-vous ici? Je suis géographe. Qu'est-ce qu'un géographe? C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. Ça, c'est bien intéressant. Ça, c'est enfin un véritable métier. Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans? Je ne puis pas le savoir. Ah, et des montagnes? Je ne puis pas le savoir. Et des villes? Et des fleuves? Et des déserts? Je ne puis pas le savoir non plus. Mais vous êtes géographe? C'est exact, mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateurs. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau. Mais il y reçoit les explorateurs, il les interroge et il prend en note leurs souvenirs. Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça? Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. Et aussi un explorateur qui boirait trop. Pourquoi ça? Parce que les ivrognes voient double. Alors le géographe noterait 2 montagnes, là où il n'y en a qu'une seule. Je connais quelqu'un qui serait mauvais explorateur. Possible. Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir? Non, c'est trop compliqué.
Mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il en rapporte de grosses pierres. Mais toi, tu viens de loin, tu es explorateur, tu vas me décrire ta planète. Alors... Oh, chez moi, ce n'est pas très intéressant. C'est tout petit. J'ai 3 volcans. 2 volcans en activité et 1 volcan éteint. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. J'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs. Pourquoi ça? C'est le plus joli. Parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que signifie éphémère? Ça signifie qu'il est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine? Bien sûr. Ma fleur est éphémère et elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde. Et je l'ai laissée toute seule chez moi. Que me conseillez-vous d'aller visiter? La planète Terre. Elle a une bonne réputation. Et le petit prince s'en fut, songeant à sa fleur. La 7e planète fut donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 111 rois. En n'oubliant pas bien sûr les rois nègres. 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7,5 millions d'ivrognes, 311 millions de vaniteux, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. Pour vous donner une idée des dimensions de la Terre, je vous dirais qu'avant l'invention de l'électricité, on y devait entretenir sur l'ensemble des 6 continents une véritable armée de 462 511 allumeurs de réverbères. Vu d'un peu loin, ça faisait un effet splendide. Les mouvements de cette armée étaient réglés comme ceux d'un ballet d'opéra. D'abord, venait le tour des allumeurs de réverbères de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Puis, ceux-ci ayant allumé leurs lampions, s'en allaient dormir. Alors entraient à leur tour dans la danse les allumeurs de réverbères de Chine et de Sibérie. Et puis, eux aussi s'escamotaient dans les coulisses. Alors venait le tour des allumeurs de réverbères de Russie et des Indes, puis de ceux d'Afrique et d'Europe, puis de ceux d'Amérique du Sud, puis de ceux d'Amérique du Nord, et jamais ils ne se trompaient dans leur ordre d'entrée en scène. C'était grandiose. Seul, l'allumeur de l'unique réverbère du pôle Nord et son confrère de l'unique réverbère du pôle Sud menaient des vies d'oisiveté et de nonchalance. Ils travaillaient 2 fois par an. Quand on veut faire de l'esprit, il arrive que l'on mente un peu. Je n'ai pas été très honnête en vous parlant des allumeurs de réverbères. Je risque de donner une fausse idée de notre planète à ceux qui ne la connaissent pas. Les hommes occupent très peu de place sur la Terre. Si les 2 milliards d'habitants qui peuplent la Terre se tenaient debout et un peu serrés, comme pour un meeting, ils logeraient aisément sur une place publique de 20 000 de long sur 20 000 de large. On pourrait entasser l'humanité sur le moindre petit îlot du Pacifique. Les grandes personnes, bien sûr, ne vous croiront pas. Elles s'imaginent tenir beaucoup de place. Elles se voient importantes, comme des baobabs. Vous leur conseillerez donc de faire le calcul. Elles adorent les chiffres. Ça leur plaira. Mais ne perdez pas votre temps à ce pince-homme. C'est inutile. Vous avez confiance en moi. Le petit prince, une fois sur Terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur de s'être trompé de planète, quand un anneau couleur de lune remua dans le sable. Bonne nuit. Bonne nuit. Sur quelle planète suis-je tombée? Sur la Terre, en Afrique. Ah, il n'y a donc personne sur la Terre? Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans les déserts. La Terre est grande. Je me demande si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète. Elle est juste au-dessus de nous. Mais comme elle est loin... Elle est belle. Mais que viens-tu faire ici? J'ai des difficultés avec une fleur. Ah, Où sont les hommes? On est un peu seul dans le désert. on est seul aussi chez les hommes. Tu es une drôle de bête. Mince comme un doigt. Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi. Tu n'es pas bien puissant. Tu n'as même pas de pattes. Tu ne peux même pas voyager. Je puis t'emporter plus loin qu'un navire. Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti. Mais tu es pur, et tu viens d'une étoile. Tu me fais pitié, toi si faible, sur cette terre de granit.
Je puis t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète. Je puis... Oh, j'ai très bien compris. Mais pourquoi parlais-tu toujours par énigme? Je les résous toutes. Le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur. Une fleur à 3 pétales, une fleur de rien du tout. Bonjour. Bonjour. Où sont les hommes? Les hommes? Oh, il en existe, je crois, 6 ou 7. Je les ai aperçus il y a des années, mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène. Ils manquent de racines. Ça les gêne beaucoup. Adieu. Adieu. Le petit prince fit l'ascension d'une haute montagne. Bonjour. 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 Qui êtes-vous? 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 Soyez mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Je suis seule. 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 Quelle drôle de planète. Elle est toute sèche, et toute pointue, et toute salée. Et les hommes manquent d'imagination. Ils répètent ce qu'on leur dit. Chez moi, j'avais une fleur. Elle parlait toujours la première. Mais il arriva que le petit prince, ayant longtemps marché à travers les sables, les rocs et les neiges, découvrit enfin une route. Et les routes vont toutes chez les hommes. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Nous sommes des roses. Ah. Et il se sentit très malheureux. Sa fleur lui avait raconté qu'elle était seule de son espèce dans l'univers. Et voici qu'il en était 5000, toutes semblables, dans un seul jardin. Elle serait bien vexée si elle voyait ça. Elle tousserait énormément et ferait semblant de mourir pour échapper au ridicule. Et je serais bien obligée de faire semblant de la soigner. Car sinon, pour m'humilier moi aussi, elle se laisserait vraiment mourir. Je me croyais riche d'une fleur unique, et je ne possède qu'une rose ordinaire. Ça et mes 3 volcans qui m'arrivent aux genoux, et dont l'un peut-être est éteint pour toujours. Ça ne fait pas de moi un bien grand prince. Et couché dans l'herbe, il pleura. C'est alors qu'apparut le renard. Bonjour. Bonjour. Je suis là, sous le pommier. Qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu? Je cherche les hommes. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Les hommes? Ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules, c'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard, semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible, on voit sur la Terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la Terre? Sur une autre planète? Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète-là? Non. Ça c'est intéressant. Et des poules? Non. Rien n'est parfait. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent, toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile, les champs de blé ne me rappellent rien, et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître.
On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? Il faut être très patient. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain, revint le petit prince. Il eût mieux valu revenir à la même heure. Si tu viens, par exemple, à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite? C'est aussi quelque chose de trop oublié. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances. Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche... Ah, je pleurerai. C'est ta faute. Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr. Mais tu vas pleurer. Bien sûr. Alors tu n'y gagnes rien. J'y gagne, à cause de la couleur du blé. Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu, et je te ferai cadeau d'un secret. Le petit prince s'en fut revoir les roses. Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore. Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres, mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. Vous êtes belle, mais vous êtes vide. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble, mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les 2 ou 3 pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre, ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. Adieu. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Les hommes ont oublié cette vérité, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose. Bonjour. Bonjour. Que fais-tu ici? Je trie les voyageurs par paquet de 1000. J'expédie les trains qui les emportent, tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Ils sont bien pressés. Que cherchent-ils? L'homme de la locomotive l'ignore lui-même. Ils reviennent déjà? Ce ne sont pas les mêmes. C'est un échange. Ils n'étaient pas contents là où ils étaient? On n'est jamais content là où on est. Ils poursuivent les premiers voyageurs? Ils ne poursuivent rien du tout. Ils dorment là-dedans. Ou bien ils bâillent. Les enfants seuls écrasent leur nez contre les vitres. Les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent. Ils perdent du temps pour une poupée de chiffon et elle devient très importante. Et si on la leur enlève, ils pleurent. Ils ont de la chance. Bonjour. Bonjour. C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaise la soif. On en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. Pourquoi vends-tu ça? C'est une grosse économie de temps. Les experts ont fait des calculs. On épargne 53 minutes par semaine. Et que fait-on de ces 53 minutes? Oh, mais on en fait ce que l'on veut. Moi, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine.
Nous en étions au 8e jour de ma panne dans le désert. Et j'avais écouté l'histoire du marchand en buvant la dernière goutte de ma provision d'eau. Ils sont bien jolis tes souvenirs. Mais je n'ai pas encore réparé mon avion, je n'ai plus rien à boire et je serais heureux moi aussi si je pouvais marcher tout doucement vers une fontaine. Mon ami le renard? Mon petit bonhomme, il ne s'agit plus du renard. Pourquoi? Parce qu'on va mourir de soif. C'est bien d'avoir eu un ami, même si l'on va mourir. Moi je suis bien content d'avoir eu un ami renard. Il ne mesure pas le danger. Il n'a jamais ni faim ni soif. Un peu de soleil lui suffit. J'ai soif aussi. Cherche-moi un puits. J'eus un geste de lassitude. Il est absurde de chercher un puits au hasard dans l'immensité du désert. Cependant, nous nous mîmes en marche. Quand nous eûmes marché des heures en silence, la nuit tomba et les étoiles commencèrent de s'éclairer. Je les apercevais comme en rêve, ayant un peu de fièvre à cause de ma soif. Les mots du petit prince dansaient dans ma mémoire. Tu as donc soif, toi aussi? L'eau peut aussi être bonne pour le cœur. Les étoiles sont belles à cause d'une fleur que l'on ne voit pas. Le désert est beau. Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits, quelque part. Oui. Qu'il s'agisse des étoiles ou du désert, ce qui fait leur beauté est invisible. Je suis content que tu sois d'accord avec mon renard. Comme le petit prince s'endormait, je le pris dans mes bras et me remis en route. J'étais ému. Il me semblait porter un trésor fragile. Il me semblait même qu'il n'y eut rien de plus fragile sur la terre. Je regardais, à la lumière de la lune, ce front pâle, ses yeux clos, ses mèches de cheveux qui tremblaient au vent. Et je me disais, ce que je vois là n'est qu'une écorce. Le plus important est invisible. Et marchant ainsi, je découvris le puits au lever du jour. Les hommes, ils s'enfoncent dans les rapides, mais ils ne savent plus ce qu'ils cherchent. Alors, ils s'agitent et tournent en rond. Ce n'est pas la peine. C'est étrange, tout est prêt, la poulie, le seau et la corde. Tu entends? Nous réveillons ce puits et il chante. Laisse-moi faire, c'est trop lourd pour toi. J'ai soif de cette eau-là. Donne-moi à boire. Et je compris ce qu'il avait cherché. Il but les yeux fermés. C'était doux comme une fête. Cette eau était bien autre chose qu'un aliment. Elle était née de la marche sous les étoiles, du chant de la poulie, de l'effort de mes bras. Elle était bonne pour le cœur, comme un cadeau. Les hommes de chez toi cultivent 5000 roses dans un même jardin. Et ils n'y trouvent pas ce qu'ils cherchent. Ils ne le trouvent pas? Et cependant, ce qu'ils cherchent pourrait être trouvé dans une seule rose ou un peu d'eau. Bien sûr. Mais les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. Il faut que tu tiennes ta promesse. Quelle promesse? Tu sais, une muselière pour mon mouton. Je suis responsable de cette fleur. Je sortis de ma poche mes ébauches de dessin. Tes baobabs, ils ressemblent un peu à des choux. Oh. Ton renard, ses oreilles, elles ressemblent un peu à des cornes. Et elles sont trop longues. Tu es injuste, petit bonhomme. Je ne savais rien dessiner que les boas fermés et les boas ouverts. Oh, ça ira. Les enfants savent. Je crayonnai donc une muselière, et j'eus le cœur serré en la lui donnant. Tu as des projets que j'ignore. Tu sais, ma chute sur la terre. C'en sera demain l'anniversaire. J'étais tombé tout près d'ici. Alors ce n'est pas par hasard que le matin où je t'ai connu, il y a 8 jours, tu te promenais comme ça, tout seul, à 1000 milles de toutes les régions habitées. Tu retournais vers le point de ta chute. À cause, peut-être, de l'anniversaire? Oh. J'ai peur. Tu dois maintenant travailler. Tu dois repartir vers ta machine. Je t'attends ici. Reviens demain soir. Il y avait à côté du puits une ruine de vieux murs de pierre. Lorsque je revins de mon travail le lendemain soir, j'aperçus de loin mon petit prince assis là-haut, les jambes pendantes. Et je l'entendis qui parlait. Tu ne t'en souviens donc pas? Ce n'est pas tout à fait ici. Une autre voix lui répondit sans doute puisqu'il répliqua. Si, c'est bien le jour. Mais ce n'est pas ici l'endroit. Je poursuivis ma marche vers le mur. Je ne voyais ni n'entendais toujours personne. Bien sûr. Tu verras où commence ma trace dans le sable. Tu n'as qu'à m'y attendre. J'y serai cette nuit. J'étais à 20 mètres du mur et je ne voyais toujours rien. Tu as du bon venin?
Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps? Je fis halte, le cœur serré. Mais je ne comprenais toujours pas. Maintenant, va-t'en. Je veux redescendre. Alors j'abaissai moi-même les yeux vers le pied du mur et je fis un bond. Il était là, dressé vers le petit prince. Un de ces serpents jaunes qui vous exécutent en 30 secondes. Tout en fouillant ma poche pour retirer mon revolver, je pris le pas de course, mais au bruit que je fis, le serpent se laissa doucement couler dans le sable, comme un jet d'eau qui meurt, et sans trop se presser, se faufila entre les pierres, avec un léger bruit de métal. Je parvins au mur, juste à temps pour y recevoir dans les bras mon petit bonhomme de prince. Pâle comme la neige. Quelle est cette histoire-là? Tu parles maintenant avec les serpents? Je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. Comment sais-tu? Moi aussi. Aujourd'hui, je rentre chez moi. C'est bien plus loin. C'est bien plus difficile. J'ai ton mouton, et j'ai la caisse pour le mouton, et j'ai la muselière. Petit bonhomme, tu as eu peur? J'aurais bien plus peur ce soir. Petit bonhomme, je veux encore t'entendre rire. Cette nuit, ça fera 1 an. Mon étoile se trouvera juste au-dessus de l'endroit où je suis tombée l'année dernière. Petit bonhomme, n'est-ce pas que c'est un mauvais rêve, cette histoire de serpent et de rendez-vous et d'étoiles? Ce qui est important, ça ne se voit pas. Bien sûr. C'est comme pour la fleur. Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est tout la nuit de regarder le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries. Bien sûr. C'est comme pour l'eau. Celle que tu m'as donnée à boire était comme une musique, à cause de la poulie et de la corde. Tu te rappelles? Elle était bonne. Bien sûr. Tu regarderas la nuit les étoiles. C'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. C'est mieux comme ça. Mon étoile, ça sera pour toi une des étoiles. Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes amies. Et puis, je vais te faire un cadeau. Il rit encore. Oh, petit bonhomme, j'aime entendre ce rire. Justement, ce sera mon cadeau. Ce sera comme pour l'eau. Que veux-tu dire? Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns, qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont rien que de petites lumières. Pour d'autres qui sont savants, elles sont des problèmes. Pour mon businessman, elles étaient de l'or. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a. Que veux-tu dire? Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras toi des étoiles qui savent rire. Et quand tu seras consolé, on se console toujours, tu seras content de m'avoir connu. Tu seras toujours mon ami. Tu auras envie de rire avec moi. Et tu ouvriras parfois ta fenêtre, comme ça, pour le plaisir. Et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. Alors tu leur diras, oui, les étoiles, ça me fait toujours rire. Et ils te croiront fou. Je t'aurais joué un bien vilain tour. Ce sera comme si je t'avais donné, au lieu d'étoiles, des tas de petits grelots qui savent rire. Cette nuit, tu sais, ne viens pas. Je ne te quitterai pas. J'aurai l'air d'avoir mal. J'aurai un peu l'air de mourir. C'est comme ça. Ne viens pas voir ça. Ce n'est pas la peine. Je ne te quitterai pas. Je te dis ça, c'est à cause aussi du serpent. Il ne faut pas qu'il te morde. Les serpents, c'est méchant. Ça peut mordre pour le plaisir. Je ne te quitterai pas. C'est vrai qu'ils n'ont plus de venin pour la seconde morsure. Cette nuit-là, je ne le vis pas se mettre en route. Il s'était évadé sans bruit. Quand je réussis à le rejoindre, il marchait décidé, d'un pas rapide. Ah, tu es là? Tu as eu tort. Tu auras de la peine. J'aurai l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai. Tu comprends? C'est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là. C'est trop lourd. Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée. Ce n'est pas triste, les vieilles écorces. Ce sera gentil, tu sais. Moi aussi. Je regarderai les étoiles. Toutes les étoiles seront des puits avec une poulie rouillée. Toutes les étoiles me verseront à boire. Ce sera tellement amusant. Tu auras 500 millions de grelots, j'aurai 500 millions de fontaines.
C'est là. Laisse-moi faire un pas tout seul. Tu sais, ma fleur, j'en suis responsable. Et elle est tellement faible. Et elle est tellement naïve. Elle a 4 épines de rien du tout pour la protéger contre le monde. Voilà. C'est tout. Il hésita encore un peu, puis il se releva. Il fit un pas. Moi, je ne pouvais pas bouger. Il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile, il ne cria pas. Il tomba, doucement, comme tombe un arbre. Ça ne fit même pas de bruit, à cause du sable. Et maintenant, bien sûr, ça fait 6 ans déjà. Je n'ai jamais encore raconté cette histoire. Les camarades qui m'ont revu ont été bien contents de me revoir vivant. J'étais triste, mais je leur disais, c'est la fatigue. Maintenant, je me suis un peu consolé, c'est-à-dire, pas tout à fait. Mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète, car au lever du jour, je n'ai pas retrouvé son corps. Ça n'était pas un corps tellement lourd. Et j'aime la nuit écouter les étoiles. C'est comme 500 millions de grelots. Mais voilà qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. La muselière que j'ai dessinée pour le petit prince. J'ai oublié d'y ajouter la courroie de cuir. Il n'aura jamais pu l'attacher au mouton. Alors je me demande, que s'est-il passé sur sa planète? Peut-être bien que le mouton a mangé la fleur. Tantôt je me dis, sûrement non. Le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sous son globe de verre et il surveille bien son mouton. Alors je suis heureux. Et toutes les étoiles rient doucement. Tantôt je me dis, on est distrait une fois ou l'autre et ça suffit. Il a oublié un soir le globe de verre ou bien le mouton est sorti sans bruit pendant la nuit. Alors les grelots se changent tous en larmes. C'est là un bien grand mystère. Pour vous qui aimez aussi le petit prince, comme pour moi, rien de l'univers n'est semblable. Si, quelque part, on ne sait où, un mouton que nous ne connaissons pas a, oui ou non, mangé une rose. Regardez le ciel. Demandez-vous, le mouton, oui ou non, a-t-il mangé la fleur? Et vous verrez comme tout change. Et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance.